l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Manon Aïssobéry. Issue de Sciences Po et formée à l'art dramatique et aux musiques actuelles au conservatoire Erik Satie, Manon Aïssobéry est une metteuse en scène et comédienne franco-allemande. Attachée à un théâtre toujours en mouvement, elle développe une pratique croisant spectacle vivant, documentaire, littérature et création sonore. En juillet 2021, elle crée Entre les deux, il y a Gênes, au Plateau Sauvage, dans le cadre du tremplin Propulsion et reçoit le prix du jury et le prix du public. Manon, actuellement, prépare sa prochaine création, d'après 2 ou 3 choses dont je suis sûre, de Dorothy Allison, dans une création mêlant théâtre, performance, musique et arts martiaux. La pièce est prévue pour le mois de juin. Alors Manon, déjà bonjour. Bonjour. Il était initialement prévu que nous réalisions cet enregistrement en public au sein de l'Université Rennes 2, dont le service culturel est partenaire de notre podcast. Toutefois, en raison des mouvements sociaux contre l'austérité budgétaire de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'événement a été annulé. La transition est toute faite pour parler de la pièce que vous deviez jouer, Manon, avec votre compagnie Londe, puisqu'il s'agit d'une pièce adaptée du texte de Fausto Paravidino, Gênes 2001, paru en 2002, qui s'appelle « Entre les deux, il y a Gênes ». Alors en ce jour de 1er mai, nous allons évidemment revenir sur ces manifestations de Gênes et sur votre pièce, mais peut-être pour commencer, pourrions-nous faire un point sur votre trajectoire. C'est la première fois que nous recevons au sein de ce podcast une metteuse en scène. Peut-être est-ce que vous pouvez me parler du moment où vous vous êtes dit « Ah, ça y est, là, je suis metteuse en scène », où vous êtes considérée pour la première fois comme metteuse en scène ? D'une certaine manière, je me demande si c'est pas maintenant que je me sens pour la première fois pleinement metteuse en scène et que je peux parler de mon travail théâtral sans avoir à forcément le lier à tout ce qui m'est arrivé avant, même si je pense que si je suis metteuse en scène aujourd'hui et si je suis capable de le formuler de cette manière, c'est parce que j'ai eu des expériences assez plurielles et multiples et j'ai fait quelques détours avant d'en arriver là. Alors je suis encore au début de cette carrière, de cette trajectoire de metteuse en scène. Et c'est pas forcément ce à quoi je me préparais au début de mes études, puisque j'ai commencé par faire des études de sciences sociales à Sciences Po et à me projeter plutôt dans les métiers du journalisme ou de la communication politique. Et finalement, cette envie de défendre des sujets politiques m'est apparue plus proche de moi et plus proche de mes affinités avec la création artistique. Et ça a été pour moi un vrai bouleversement quand je suis partie faire ma 3e année, donc qui est souvent une année d'Erasmus, à Berlin, parce que je me suis retrouvée dans un cursus qui m'a permis, d'une part, de continuer d'avoir des enseignements théoriques de philosophie, de sociologie, de théorie politique, mais aussi, en parallèle, donc les mêmes semaines, d'avoir des cours d'art plastique, de performance, de sculpture, de photographie. Et ça m'a permis de mettre en marche des réflexions théoriques et en même temps d'expérimenter, vraiment de mettre mes mains dans de l'argile pour essayer de transmettre des idées. Et le théâtre, qui était une grande passion depuis des années et des années, est devenu un peu le langage qui m'a permis de partager cet imaginaire politique et qui aussi m'a permis de vraiment me politiser. Parce que j'ai vraiment eu la sensation, une fois mes études terminées et en allant au bout de la création d'Entre les deux, il y a Gênes, qui a été reportée plusieurs fois du fait des conditions du Covid et de notre précarité de jeunes artistes tout juste sortis des études. Donc la création d'Entre les deux, il y a Gênes m'a permis d'affirmer une politisation non seulement de mon esthétique théâtrale, mais aussi de ma vie personnelle en revendiquant des idées moins nuancées que ce à quoi je pouvais avoir accès pendant mes études à Sciences Po, et de m'épanouir pleinement dans une liberté de pensée que j'avais pas encore, je pense, déverrouillée avant la création de ce spectacle. Alors, est-ce que vous vous rappelleriez également d'une rencontre intellectuelle, théâtrale, j'entends que ce soit à travers vos lectures ou même une rencontre en présentiel, une rencontre intellectuelle qui vous a particulièrement marqué ? Je dirais que la rencontre théâtrale, au départ, a été plutôt une rencontre émotionnelle.
à l'enfance et à l'adolescence parce que mes parents m'ont emmenée au théâtre et après j'ai commencé à y aller de moi-même et puis j'ai pris une option théâtre au lycée et j'ai vu beaucoup de spectacles qui m'ont beaucoup déplacée de mon endroit émotionnel, qui m'ont fait ressentir beaucoup de choses, une fascination pour les acteurs, les actrices, une envie de théâtraliser le quotidien, d'être dans quelque chose d'assez dramatique au sens de la performativité de ce que pouvait être cette vie adolescente et que finalement j'ai assis plutôt une pensée du théâtre dans sa simplicité et dans sa politisation et étant plutôt pour les artistes et pour moi une manière de partager des idées et de se poser des questions plus tard, vraiment adulte. Et je pense que c'est passé par la découverte du travail de Milo Rau, qui est donc un metteur en scène suisse qui dirige aujourd'hui la Wiener Festwochen, qui est un festival de théâtre à Vienne, et qui a aussi écrit un ouvrage théorique qui s'appelle « Vers un réalisme global », qui s'interroge beaucoup sur la représentation du monde au théâtre et comment elle permet de dévier de la réalité du monde dans lequel on est et donc d'y faire intervenir non seulement des grandes questions politiques pratiques, puisqu'il a écrit un manifeste sur des contraintes qu'il se donnait à lui-même dans la création pour un peu modifier le regard qu'il avait sur le plateau en faisant appel à plus d'amateurs et amatrices au théâtre ou en réunissant plus de langues différentes sur un plateau de théâtre, mais aussi dans le résultat du spectacle. Et aujourd'hui, il met en plus toujours la question des faits divers en parallèle avec des grandes œuvres antiques, par exemple, autour des mythes d'Antigone, etc. Et je trouve qu'il a vraiment une intelligence théâtrale qui lui permet de parler très concrètement de politique, de mettre en place très concrètement des idées politiques, toujours en passant par le biais du réel et par le biais de la fiction. Et c'est cet endroit de la frontière entre la représentation et le réel, entre la scène et la salle, qui m'a beaucoup marquée et qui m'a donné envie de pouvoir transmettre cette double frontière de la réalité et de la fiction et du monde tel qu'on aimerait qu'il soit et du monde tel qu'il nous apparaît par le théâtre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est une question traditionnelle au podcast, on la pose à tous nos invités. La question c'est: comment est-ce que vous qualifierez l'époque dans laquelle on est? Si vous deviez essayer de faire ce geste de nommer l'époque, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Alors j'y avais un peu réfléchi avant de venir et le mot qui m'est venu, c'est la dissociation. Enfin, en tout cas, c'est une époque dissociative ou à minima dissociée, parce que j'ai l'impression qu'elle demande de séparer beaucoup de choses de notre quotidien, mais aussi du quotidien dont on est parfois témoin, et de ce qui va se passer outre-Atlantique, outre-Méditerranée, et de réussir à continuer à construire, de continuer à se battre, et de continuer à mener des luttes à petites échelles et à petits résultats et à petites victoires, nécessite d'une part de poser quelques frontières cérébrales de ce qui se passe en parallèle pendant qu'on est en train de discuter, et en même temps de le garder en tête et de continuer à mener nos petites luttes, parce qu'il y a des plus grandes luttes et des plus grands mouvements qui sont à l'œuvre. La force de cette dissociation, c'est qu'elle fait qu'on continue à avancer, qu'on continue de trouver des moyens de construire, de lutter, de se réunir, mais la faiblesse de cette dissociation, c'est que parfois on se retrouve complètement démunis, complètement perdus et isolés, parce qu'il y a une forme de phénomène d'habituation auquel on se retrouve confronté par la dimension absolument anxiogène et aberrante de l'actualité géopolitique, mais pas que, évidemment de l'actualité française contemporaine. Mais il faut trouver, je trouve, le bon équilibre entre ce que permet de séparer émotionnellement et intellectuellement de nos combats de tous les jours qu'il faut absolument et à tout prix continuer à mener, et de parfois le sentiment de défaite qu'impose le fait de faire de si petites choses dans un monde en proie à de si grandes inégalités, injustices, absence de réparation, déconstruction, destruction, de se retrouver comme ça si petit et si seul, chacune, et de pouvoir réussir à continuer à trouver de la force dans le groupe, dans le corps collectif,
dans le fait d'aller marcher, dans le fait d'aller crier, dans le fait de continuer à créer, de continuer à écrire, à lire et à se partager des œuvres. Alors maintenant, on va un peu parler de votre pièce et peut-être pour débuter, on va se replonger dans le contexte de Gênes 2001. Quels étaient les enjeux politiques de ce sommet du G8 et pourquoi est-ce qu'il a cristallisé autant de tensions? Quels étaient un peu les acteurs en présence? Le G8 de Gênes a eu lieu en juillet 2001 et était accueilli par Silvio Berlusconi et a réuni 8 hommes politiques qui étaient à ce moment-là les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Russie, qui faisait encore partie du G8 à ce moment-là, du Japon, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Et ça a été un peu le point de bascule de l'organisation de ces sommets. En parallèle du sommet du G8, s'est organisé un très fort contre-sommet qui a été coordonné par plusieurs associations et ONG et qui s'inscrit dans la lignée des mouvements de contestation de la fin des années 90, avec déjà une très forte mobilisation à Seattle en 1999 dans le cadre d'un contre-sommet de l'OMC. Et en réalité, il n'y avait pas tellement d'enjeux politiques du côté du G8. C'était des réunions d'hommes politiques qui, on le dit dans le spectacle, n'avaient pas grand-chose à décider et n'avaient pas grand-chose à se raconter. Et c'est là où aurait pu et était vraiment une vraie force de pouvoir se réunir autour de sujets réels et de la construction d'un très fort mouvement anticapitaliste et à l'époque anti-mondialisation. Puisque même si c'est pas aussi binaire, c'est un peu comme ça que se revendiquaient les militants et militantes de Gênes contre cette multiplicité des flux. Aujourd'hui, on y est tellement habitué qu'on y voit essentiellement les forces dans les nouvelles technologies et la communication, mais à l'époque, il y avait une très forte reconsidération des enjeux de la mondialisation. Et donc, beaucoup d'associations et d'ONG se sont réunies, beaucoup de militants, militantes de ces associations, mais aussi de simples personnes curieuses sont venues à Gênes pour pouvoir témoigner par le nombre de la possibilité d'un autre monde que ce à quoi nous habituaient ces 8 dirigeants qui par ailleurs s'auto-réunissent. Enfin, il n'y a aucune organisation suprême qui va déterminer que c'est ces 8 pays qui vont avoir le plus de choses à raconter sur notre époque. Donc déjà, il y a une occidentalisation très forte des enjeux politiques et de la pensée dominante. Et donc un contre-sommet qui s'est vraiment cristallisé autour du sujet de la mondialisation et autour de toutes les revendications que pouvaient mettre en perspective toutes les associations qui étaient présentes, puisqu'elles n'avaient pas forcément de mouvement commun, puisque c'était le mouvement commun reposait pas forcément sur des idées communes, mais plutôt sur la multiplication des idées, des propositions et des revendications face à la pensée dominante de ces 8 hommes politiques. Une des raisons pour lesquelles on peut, a posteriori, analyser le contre-sommet de Gênes comme étant porteur de tellement de tensions, c'est d'une part le fait que le sommet et le contre-sommet ont lieu en Italie, qui est un pays qui est marqué par son très fort héritage des années de plomb dans les années 70 et de la stratégie de la tension qui consiste à vraiment créer une tension très forte par tous les mouvements à l'œuvre par l'appareil d'État et la police et en face de faire monter cette pression-là du côté des manifestants et manifestantes pour évidemment propager l'idée dominante que les manifestations sont dangereuses et les manifestants manifestantes le sont également. Et on le lit dans le texte de Fausto Paravidino qui nous a amené à créer ce spectacle. Silvio Berlusconi est arrivé à ce sommet en voulant montrer ses muscles, en voulant montrer de quoi il était capable, à la fois par son accueil. Donc, on raconte beaucoup de choses de comment la ville a été transformée pour l'arrivée des chefs d'État du G8, des faux citrons qui sont accrochés sur les arbres, des façades qui sont mises en place devant les vrais immeubles pour cacher un peu la décrépitude de la ville de Gênes par endroits, de toute une organisation de cette ville autour de ce sommet pendant des mois et des mois pour un budget de 130 millions d'euros. Et en face, de décrédibiliser le contre-sommet
en mettant en place une stratégie de communication très forte, et ça, Silvio Berlusconi en est très bien capable, et il est tout à fait conscient de la force de frappe dans l'appareil médiatique italien. Et très vite, il va mettre en place une stigmatisation de ce contre-sommet auquel on peut s'attendre. Il va déjà, dans les autres manifestations altermondialistes qui vont avoir lieu au printemps en Italie, avant le sommet, mettre en place une stratégie policière très violente. Et donc, au moment du début du sommet, tout le monde est prêt à jouer sa partition parce que Silvio Berlusconi a décrété que les manifestants et manifestantes étaient dangereux et dangereuses et que la pensée dominante était une pensée qui, au contraire, elle, rassemblait. Et c'est en réponse à cette stratégie-là que le contre-sommet va se réunir sous le slogan « Vous êtes 8, nous sommes 6 milliards » et de pouvoir affirmer aussi une contre-pensée comme étant finalement majoritaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé justement pendant ces événements à Gênes ? Pourquoi est-ce qu'on se rappelle encore autant de ces manifestations, de ces révoltes ? Qu'est-ce qui a été introduit de nouveau en fait dans l'histoire des révoltes avec ce contre-sommet ? Eh bien, d'une part, les organisations qui coordonnent ce contre-sommet, certaines arrivent très bien organisées, avec tout un programme, des manifestations qui sont prévues jour par jour, des événements festifs, des cercles de parole, des discussions, des conférences. Vraiment, le contre-sommet avait tout pour être un très bel événement militant. Et en face, le déploiement des forces policières est tel que finalement tout était écrit pour qu'il y ait des débordements et pour qu'il y ait une violence policière et un matraquage de cette violence policière vraiment inouïe à ce moment-là. Le premier jour, tout se passe assez bien. Pendant ce sommet et ce contre-sommet, les 8 hommes politiques discutent dans leur fort retranché de la zone rouge de Gênes, et pendant ce temps, il y a des premières manifestations thématiques et rencontres autour de ces associations. Mais le deuxième jour, il y a une montée en pression, notamment du fait du parcours de la manifestation négociée avec la préfecture, parce qu'à un moment, les manifestants se retrouvent dans une rue qui est dans laquelle il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas moyen ni de rebrousser chemin parce qu'il y a énormément de monde dans cette manifestation, ni de tourner. Et ça va être, d'une certaine manière, l'une des premières fois qu'on va mettre en place ce système de NAS, en tout cas de charge de la police, pour forcer les manifestants à reculer, alors que jusque-là, la manifestation n'a aucune raison d'être chargée par la police. Ce qui va créer énormément de tensions, beaucoup de gaz lacrymogènes, de LBD, de personnes blessées, de personnes choquées aussi du déploiement de cette violence-là. Cette stratégie de la tension va culminer par le meurtre policier d'un manifestant de 23 ans qui s'appelle Carlo Giuliani, le deuxième jour des manifestations, ce qui va créer un profond traumatisme pour beaucoup de manifestantes présents, mais aussi dans l'héritage de cette lutte-là de Gênes, comme étant vraiment un point de bascule, puisque c'est déjà arrivé avant, mais là, ça cristallise vraiment symboliquement la mort de ce manifestant, tout un héritage encore issu de ces années de plomb en Italie et puis en Europe. Et le lendemain, la manifestation prend d'autant plus d'ampleur et la répression prend d'autant plus d'ampleur aussi. Même en dehors des cortèges de la manifestation, les policiers vont attaquer tous les manifestants et toutes les manifestantes qu'ils vont croiser sur leur passage. Des vieilles personnes, des journalistes, des médics, enfin vraiment la répression policière se fait dans une espèce d'esprit de vengeance. Et cette manifestation extrêmement violente va culminer par un nouvel événement tragique de ces quelques jours, à savoir la torture de militantes de l'organisation du contre-sommet qui sont réunis, qui ont placé un quartier général dans une école. Et au milieu de la nuit, après donc une très dure journée de manifestation et de répression policière, des policiers vont venir attaquer et encercler l'école et vont tabasser tous les manifestants et manifestantes qui dorment à l'intérieur. Ce qui a mis des années à être qualifié comme étant de la torture, et qui a été justifié pendant très longtemps comme étant une perquisition pour soupçon de détention d'armes, pour encore une fois renverser le stigmate de la violence du côté du contre-sommet et pas du côté de l'appareil d'État et de l'appareil policier. Et ces manifestantes vont, au-delà de se faire tabasser, se faire arrêter et être déployés dans plusieurs casernes, notamment la caserne Bolzaneto, où il y a eu énormément de témoignages de torture et de non-respect des droits fondamentaux des personnes, et qui a mis beaucoup de temps à être qualifié comme étant la responsabilité de l'État italien. Et il va falloir attendre 2017 pour que l'État italien reconnaisse sa responsabilité dans les événements de Gênes. Alors Manon Soberi, vous nous avez communiqué un extrait du livre de Mathieu Riboulet, Entre les deux, il n'y a rien,
aux éditions Verdier, paru en 2015. On va le lire ensemble. N'oublions pas que ce sont des chiens, que nous sommes des chiens. Dans l'Italie tout entière, en ces mois de fin d'hiver, d'amorce de printemps, nous allons nous multiplier, nous allons aboyer, nous aiguiserons sans fin nos appétits d'argent, de justice, de paix, de sexe, d'égalité. Nous incendierons les usines, viderons les caisses iniquement remplies, nous réapproprierons les ruelles et les places, les cités, les transports, les vivres et les munitions. Les femmes se déferreront des maris, des enfants, nous rirons, nous baiserons et, loin des pièges à cons préparés pour nous perdre, nous foutrons, s'il le faut, sur la gueule de tous ceux qui détournent le fric, l'air et l'esprit du temps, nous étouffent savamment, se repaissent de nos corps, de nos forces, nos espoirs, nos peurs et nos élans, nous arrachent du cœur notre propre beauté. Alors Manon et Soberi, on voit un petit peu le lien, mais pourquoi nous avoir proposé cet extrait ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Alors cet extrait et plus largement ce texte Entre les deux, il n'y a rien de Mathieu Riboulet est arrivé assez tard dans le processus de création du spectacle. Donc Mathieu Riboulet écrit à partir de sa propre expérience justement des années de plomb en Italie et des manifestations auxquelles il a participé. Et parle avec beaucoup de joie et de colère de tout ce que ce rapport à la rue et ce rapport au corps collectif a représenté dans la construction de sa politisation, mais aussi de son identité de jeune homme gay. Et la résonance de ce texte a été vraiment sidérante à la lecture, avec ce qu'on essayait de créer avec notre adaptation de Gen 01, qu'il a fallu, d'une certaine manière, qu'on le fasse vivre aussi dans le spectacle. Alors pas spécifiquement cet extrait, mais dans Entre les deux, il y a Gênes, il y a des extraits de Entre les deux, il n'y a rien, qui d'ailleurs nous a amené à changer le titre du spectacle, pour pouvoir aussi trouver comment, si on a un texte qui est un point de départ, si on a déjà notre propre réécriture de ce texte, on peut aussi y faire intervenir un tissu plus poétique, moins documentaire, mais en complète résonance avec cette pensée du corps collectif, de la manifestation, de tout ce à quoi on aspire quand on descend dans la rue pour porter des revendications. Et alors justement, cet entre-deux, entre quoi et quoi se situe Gênes selon vous ? Qu'est-ce que c'est que cet entre-deux ? Qu'est-ce qui signifie ? Et mais justement, ce que Mathieu Riboulet raconte, c'est une forme de point de la renverse, de moment de basculement, et du fait d'être parvenu à la ligne de crête et prêt à dévaler la pente qui s'offre à nous. Et cette idée que de l'avant et de l'après nous a beaucoup accompagnés aussi dans la création du spectacle, aussi pour nous en tant qu'équipe artistique, parce qu'il y a eu l'avant et l'après Covid, ce à quoi on ne se préparait pas du tout à ce moment-là. Mais surtout, chronologiquement, il y a une forme d'avant et d'après de la lutte par Gênes. Entre les deux, pour nous, c'est d'une part les années de plomb auxquelles on a consacré notre prologue, qui nous permet donc de raconter et de mettre en perspective cet héritage politique de l'État italien. Mais d'autre part, il y a aussi aujourd'hui, et comment, au moment où on crée le spectacle, on est un peu démunis, on l'est toujours un peu plus et toujours un peu moins au fur et à mesure que le temps avance. En tant qu'équipe, on s'est vraiment réunis aussi autour de ce que faisaient intimement résonner les événements de Gênes avec notre propre expérience de la manifestation, avec notre propre revendication, notre propre politisation. Donc il y a les années de plomb, il y a aujourd'hui, et chronologiquement, entre les deux, il y a ce moment de point de bascule, qui en plus est un moment de bascule aussi du siècle ou du millénaire, parce que ça a lieu en 2001, de se raconter comment Gênes a métamorphosé, en tout cas pour nous, mais on n'est pas les seuls, notre pensée de la politique en tant que combat, de se réunir et marcher. À quoi ça sert, comment ça nous porte, comment c'est quelque chose qu'on performe, comment c'est quelque chose qui nous fait du bien, comment c'est quelque chose qui nous fait peur. Et donc, ce point de bascule, cette ligne de crête, c'est aussi Fausto Paravidino qui en parle, donc qui lui est un auteur génois, qui a réuni son équipe à l'issue des événements de Gênes pour écrire ce texte Gênes 01, que nous on a beaucoup transformé, réécrit, qu'on s'est approprié dans la continuité de sa démarche d'ailleurs. Et dans une interview, au moment 20 ans après Gênes, donc en 2021, il dit « Gênes a réellement mis fin pour nous à l'idée de lutte des classes, de la politique en tant que combat, de la politique en tant que lieu d'un possible combat au sein de la démocratie. Où tu es bien élevé, où tu meurs, voilà comment fonctionne la démocratie, et on a accepté ça pour ne pas mourir. » Et donc pour nous, cette citation
qu'on a vraiment extraite d'une interview quelconque de cet auteur, elle a fait résonner d'autant plus la manière dont on voulait s'emparer de ce sujet. Déjà pour dire que même si c'est quelque chose qui le porte encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, il y avait aussi d'autres manières de revendiquer la place de la politique en tant que combat. Mais en tous les cas, de ce point de bascule assez franc dans la vie militante de beaucoup de monde, même si moi personnellement, en 2001, j'étais enfant et je n'ai aucun souvenir, aucune mémoire de ce qu'on aurait pu me raconter de ces événements à chaud. Gênes a aussi été un point de renverse parce que c'est la découverte de ces événements, c'est la sidération que ça a créé qui a permis de repenser la force et l'effroi de ce que c'est que de se réunir pour porter des revendications. Et justement, sur cette question du point de bascule, dans votre pièce, à un moment, on peut entendre la phrase suivante « Il en faut peu pour que l'axe du monde se déplace et engendre de nouveaux horizons ». Vous semblez par là suggérer une certaine fragilité des équilibres politiques. Pensez-vous qu'il existe encore aujourd'hui une possibilité de bascule qui serait à portée de main ? Oui, les équilibres politiques sont fragiles. Oui, les équilibres politiques sont mouvants à la fois dans leur organisation institutionnelle, mais aussi dans la mise en place des contre-pouvoirs et des contre-cultures. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles idées, ou en tout cas d'idées qui se réactualisent du fait de l'accélération de la politisation de certains sujets. Des questions qui vont prendre énormément de place et qui vont nous toucher très intensément pendant quelques temps, vont ensuite vite laisser place à des nouvelles questions, ou en tout cas une superposition de ces questions. Cette porosité, elle nous amène aussi à devoir choisir où investir notre énergie, et comment et avec qui. Parce que je pense qu'une bascule est possible, mais je ne suis pas sûre qu'elle va aller dans le bon sens dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et quand on se rend compte de tout ce qui est capable de faire demi-tour, tout le backlash, toutes les lois qui peuvent être promulguées, qui peuvent être annulées, toutes les mobilisations qui peuvent ne mener à rien, tout comme renverser un regard politique et renverser un gouvernement, tout ça, forcément, ça nous amène à devoir, je pense, se concentrer sur de plus petites choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire pour créer plein de petits mouvements qui fonctionnent ensemble plutôt qu'un grand mouvement qui permettrait de tout faire basculer. Merci beaucoup Manon Aïssobéry. On arrive à la fin de ce premier épisode. Je vous propose qu'on continue cette discussion la semaine prochaine. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine